Afin de réaliser un pain de gêne, nous avons besoin de pâte d'amande à 50%, de d'œufs entiers, de farine, de levure chimique et de beurre fondu. La première étape se construit sur le fait de détendre la pâte d'amande avec de l'œuf afin de la rendre plus souple et d'obtenir un mélange parfaitement homogène. Pour faciliter cette étape, on peut travailler la pâte d'amande directement dans un mixeur et verser les œufs graduellement afin de détendre la pâte d'amande. On observe ici une masse bien homogène. Le travail de la pâte d'amande peut également se faire à la main en intégrant les œufs graduellement, puis en passant au tamis cette masse de façon à obtenir un appareil très lisse. Une fois les œufs intégrés, disposez l'appareil dans la cuve d'un batteur mélangeur et foisonnez le mélange. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. On observe ici une belle augmentation de volume avec une texture dite au ruban. Incorporez la farine et la levure chimique, puis battre à nouveau quelques instants à vitesse modérée. La levure chimique, qu'on appelle également la poudre à lever, n'est pas obligatoire, mais elle va apporter un petit effet soufflé, conjointement à l'action des œufs. Intégrez pour finir le beurre fondu et mélangez à nouveau l'appareil. Il existe certaines recettes où on intègre de l'huile à la place du beurre, voire même de la fécule, ceci permettant d'obtenir un biscuit encore plus souple. Une fois l'appareil homogène, étalez sur plaque à l'aide d'une spatule. Enfournez le pain de gêne étalé sur plaque à 180 degrés durant 10 à 12 minutes. Afin de réaliser le sirop de ponchage, mélangez du sirop à 30 degrés baumé avec de l'eau et du Grand Marnier ou du Cointreau. Pour mémo, le sirop à 30 degrés baumé s'obtient en portant à ébullition 135 g de sucre avec 100 g d'eau. Une fois le sirop mélangé, réservez. Afin de préparer les fruits secs, nous avons besoin d'amandes et de noisettes émondées, mais également des pistaches, émondées bien entendu, et du Cointreau. Le Cointreau qui peut être remplacé par du Grand Marnier. On pourrait également intégrer des brisures de Torone, le nougat espagnol, afin d'apporter de la gourmandise, mais ceci reste facultatif. Concassez les fruits secs, soit à la main, soit à l'aide du robot coupe-cutter. Certains professionnels ne les concassent pas, mais il faut faire attention à la dégustation, car le nougat glacé se déguste surgelé, et à cette température, des gros morceaux de fruits secs peuvent être très problématiques. Attention à l'utilisation du robot coupe, qui peut engendrer une poudre de fruits secs si on les laisse trop longtemps, et ce n'est pas ce que l'on recherche. A noter qu'on peut torréfier les fruits secs quelques minutes avant de réaliser cette opération. Débarrassez les fruits secs dans une calotte. Ajoutez les pistaches émondées qui n'ont pas besoin d'être concassées car elles seront plutôt tendres à la dégustation. Mettre les fruits secs à macérer avec du Cointreau ou du Grand Marnier, ceci permettant de générer des notes subtiles en bouche très agréables. Une fois le mélange réalisé, réservez. Afin de réaliser une nougatine amande, nous avons besoin de sucre semoule, de sirop de glucose et d'amandes hachées. Pour commencer, disposez dans une russe le sirop de glucose et le sucre semoule, puis faire chauffer le tout. La cuisson d'un sucre nécessite beaucoup de précautions, aussi bien en termes de sécurité qu'en termes techniques. Les cuissons de sucre s'échelonnent globalement entre 100 et 180 degrés, voire 190. Il convient donc d'être très vigilant. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a donc des précautions à prendre pour la mener à bien.
Cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. Dans cette recette, la confection du caramel ne nécessitera pas d'eau. Le caramel demandera donc une attention particulière, mais ne passera pas par les stades de cuisson spécifiques à un sirop. Pour mes mots, le sucre semoule, seul, fond à 160 degrés. La recette contient du glucose et évitera que le sucre masse, c'est-à-dire qu'il forme une masse opaque et blanchâtre, très visqueuse, avec présence de cristallisation. Dans le jargon, on dit qu'on graisse un sucre. Plus précisément, on ajoute un produit ayant un effet anticristallisant. Attention, il ne s'agit pas là d'intégrer une matière grasse. Graisser un sucre, c'est donc ajouter un anticristallisant pour les cuissons élevées, avec du sirop de glucose, de l'acide citrique, de l'acide tartrique, de la crème de tartre, du vinaigre, du citron. Pour les cuissons sur le gaz, vérifiez que les flammes ne brûlent pas les contours du récipient. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Il y a donc une panoplie de précautions à mettre en œuvre. Une cuisson de sucre se surveille avec attention, il est donc préconisé de ne pas l'oublier. Aux alentours des 160 degrés, le sucre fond. Il est admis d'homogénéiser la préparation en remuant légèrement à l'aide d'une spatule exoglace afin d'homogénéiser la préparation. Entre 165 et 170 degrés, le caramel blanc apparaît. Puis, de caramel clair, le caramel se teinte plus fortement et devient foncé entre 180 et 190. Le caramel prend alors des arômes de fumée intéressants. Au-delà, le caramel carbonise, devient noir et impropre à la consommation. On appelle cela le caramel carbone. Une fois le caramel arrivé à une bonne coloration, intégrez les amandes hachées et remuez rapidement. En effet, l'ajout de matière va générer une prise rapide du caramel. L'utilisation d'amandes hachées permet d'obtenir une nougatine qui se manipule facilement sans risque de casser les amandes, à l'instar des amandes effilées qui, elles, à force, peuvent se briser et se décomposer. Une fois homogène, débarrassez immédiatement sur une feuille de papier cuisson. Placez une seconde feuille par-dessus et étalez le plus finement possible. Cette étape doit être réalisée rapidement, sous peine de voir la prise en bloc de la nougatine. Pour détailler des formes, il est important de travailler avec une nougatine assez chaude afin de pouvoir la manipuler et former des éléments. Une fois étalée, laissez refroidir quelques minutes avant de retirer le papier cuisson. Une fois la nougatine réalisée, disposez des morceaux dans un récipient. Pilez la nougatine à l'aide d'un rouleau. On va chercher ici à réaliser des morceaux d'assez petite taille, pas forcément de taille similaire, afin de générer de la mâche, de la texture et de la gourmandise. Une fois pilé, réservez. Incorporez la nougatine pilée à la macération de fruits secs. Mélangez convenablement. Évitez d'intégrer la nougatine trop à l'avance, sous peine qu'elle devienne collante en raison de la présence d'humidité. Préparez la base nougat en commençant par faire monter une crème fouettée assez souple, puis réservée. Afin de réaliser une meringue italienne au miel, nous avons besoin de miel, ici un miel polyfloral, mais également de sirop de glucose, de sucre semoule et de blanc d'œuf. Disposez dans une russe le miel, le sirop de glucose et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien.
cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire d'engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. Utilisez du sirop de glucose à l'intérieur de la russe afin d'apporter une certaine viscosité à la meringue et surtout d'éviter que le sirop masse. En effet, le sirop de glucose est un anticristallisant. Il permet de prévenir la formation d'une masse visqueuse et opaque. C'est un agent graissant. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. À la température désirée, c'est-à-dire à 121 degrés, au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Versez lentement le sirop dans les blancs. Veillez à l'incorporer en filet dans les blancs. Le fait de verser du sirop petit à petit assure une bonne intégration de celui-ci qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Il sera donc important de contrôler la température de sortie qui sera idéalement ici entre 30 et 35 degrés. Une fois la meringue réalisée, utilisez-la immédiatement. Une meringue retombe très rapidement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours la réaliser au dernier moment. Disposez un peu de crème fouettée dans les fruits secs. Mélangez délicatement à la maryse. Incorporez la deuxième partie de crème fouettée. Le mélange deviendra beaucoup plus facile. Intégrez le restant de crème fouettée. L'avantage de monter les crèmes fouettées souples est l'incorporation qui sera facilitée. De plus, si la crème est trop montée, elle ferait ressortir le goût de beurre, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Une fois la crème fouettée bien incorporée, on peut passer à l'intégration de la meringue. Meringue italienne, idéalement entre 30 et 35 degrés. Celle-ci aura une texture lisse, brillante et pourra s'intégrer parfaitement dans la préparation. Privilégiez la maryse pour effectuer le mélange. La meringue italienne au miel permettra de donner un bon goût de miel à la préparation et fera une belle connotation avec l'authentique nougat blanc que l'on trouve en confiserie. Intégrez la dernière partie de meringue italienne. Mélangez convenablement avec la maryse. Une fois la meringue parfaitement intégrée,
procéder au montage. Dans une gouttière à bûche, coulez la base nougat. Veillez à la remplir presque à hauteur. Tapotez pour égaliser la base, de façon à obtenir un nougat bien lisse. Lissez à l'aide d'une spatule, de façon à générer une surface bien plane. Détaillez une bande de pain de gêne, un peu plus petite que le moule, et l'intégrer directement sur la base nougat. Pressez légèrement, de façon à bien la faire adhérer à la préparation. Lissez convenablement à l'aide d'une spatule, de façon à générer des contours bien nets. Imbibez le pain de gêne avec le sirop de ponchage. Généralement, un pain de gêne ne se ponche pas, mais ici, il sera dégusté surgelé, c'est la raison pour laquelle on peut le poncher. Le sirop donnera des notes subtiles et très agréables au nougat. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Une fois bien bloqué, procédez au démoulage de la gouttière. Disposez le nougat directement sur papier cuisson. Taillez des tronçons à la taille de la semelle. Collez la base avec un peu de sucre inverti, de façon à bien faire adhérer le nougat glacé. Parallèlement, montez une crème chantilly qui servira pour la finition. À l'aide d'une poche munie d'une douille à pétales de rose, réalisez une belle vague sur le nougat glacé. Parsemez de pistaches hachées. Agrémentez de framboises et de cassis. Les fruits utilisés sont ici surgelés car ils iront automatiquement en surgélation. Taillez des tranches dans des bâtonnets d'écorce d'orange confite et les disposer sur la vague en chantilly. Après décoration, entreposez immédiatement en surgélation pour la conservation.